Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, épisode bien particulier. Je suis à Nantes, dans le studio mobile que nous avons installé en plein cœur de la Convention, et j'accueille Patrice Franceschi, ou Franceschi selon si on veut le prononcer à la Corse ou à la France, à la française continentale. Bienvenue Patrice. Dans tous les cas, bienvenue, merci. C'est un départ chaotique à Patrice, j'ai été obligé de réenregistrer 3 fois cette introduction, mais ça c'est les joies du direct. Bon, j'ai la chance d'avoir un aventurier, et pas n'importe lequel, avec moi aujourd'hui. Un aventurier, un écrivain. Dans quel ordre on met les choses, Patrice ? Alors, pour faire simple, mettez écrivain aventurier, on résume tout en une seule appellation. Voilà, si Écrivain aventurier, dans dans ce sens-là. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aventurier pour vous, Patrice ? Alors, la définition de l'aventure est... soit elle est, on peut la dire à titre individuel. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est une attitude de vie, une façon de voir le monde, une façon de vivre, dans lequel le risque est toujours présent. On peut le dire aussi de manière plus, puisqu'il y a plusieurs sens, plus collective. Et à ce moment-là, s'intéresser non pas à l'aventure elle-même, mais à sa dimension intellectuelle, voire spirituelle, et parler d'esprit d'aventure. Et là, ça dépasse largement le cadre individuel de quelqu'un qui fait le choix d'aventurer sa vie. Et là, ça oblige quand même à une sorte de théorisation de l'esprit d'aventure. Et pour moi, l'esprit d'aventure, et vous allez voir en quoi ça peut être intéressant, c'est 4 vertus, au sens grec d'arrêter, d'excellence des choses. Ces 4 vertus, pour moi, c'est, dans le désordre, le goût de la liberté, la capacité au risque, le goût de la connaissance et la capacité au non-conformisme. Quand quelqu'un décide ou est habité par ces 4 vertus, il a l'esprit d'aventure, et on peut à ce moment-là retrouver ou pas cet esprit d'aventure dans n'importe quel métier. Donc ça dépasse largement le simple cadre de l'aventurier, c'est-à-dire celui qui a décidé de choisir l'aventure comme style de vie ou comme posture de vie, ou en tout cas comme manière de vivre. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, parce que ça devient une valeur extrêmement démocratique. N'importe qui peut s'en emparer. Il décide d'avoir l'esprit d'aventure. Moi, je rêve du moment où je rencontrerai, comme s'ils existaient autrefois, un banquier qui a l'esprit d'aventure, un assureur qui a l'esprit d'aventure pour aventurer les choses. Alors, on peut espérer que là, sur les 5800 chefs d'entreprise qui sont à la Convention APM, on a des banquiers, des assureurs aventuriers. Patrice, je me posais une question. Quels étaient les premiers aventuriers iconiques qui vous ont donné l'inspiration, qui vous ont donné l'envie de choisir l'esprit d'aventure pour guider votre vie ? Alors, quand on choisit d'avoir une vie aventureuse ou d'avoir l'esprit d'aventure dans ce que l'on va faire, je pense qu'il y a effectivement des influences, la lecture par exemple, etc. Mais en même temps, je crois, arrivé à ce stade de ma vie, qu'il y a aussi une question de tempérament et de quelque chose de mystérieux et d'inné. Oui, c'est ça. On ne choisit pas d'avoir l'esprit d'aventure. Si, l'esprit d'aventure, on peut le choisir. On peut le choisir. Bien sûr, je décide. L'esprit la liberté, d'aventure. voilà. Mais l'aventure en elle-même, le goût de l'aventure, l'envie d'aventurer le monde, la vie, d'être attiré par le lointain, par le risque, etc. Ça peut se choisir en partie, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est complètement de tempérament là-dedans, qui est mystérieuse et inconnue. Et pourquoi ? Parce que tous les jeunes de mon âge ont lu à peu près les mêmes livres d'aventure que moi, et les mêmes personnes, et tout le monde n'a pas choisi la vie que je mène. Donc, moi, ça a pu m'influencer, d'autres pas du tout. Donc, il reste une part mystérieuse, comme pour tout ce qui est du domaine du don ou de la vocation. Voilà. L'aventure, c'est une forme de vocation que l'on ressent, que l'on choisit, que l'on exprime très tôt en général, et qui fait que finalement, votre vie est pleine et entière à tout instant, puisque c'est vraiment quelque chose qui part de vous et qui revient sans arrêt, qui n'est pas une obligation de ou ceci ou cela, mais toujours avec une dimension de risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'aventure. Le risque est consubstantiel à l'aventure, de même qu'il est consubstantiel à la vie. Voilà. Et alors, s'il ne devait y avoir qu'un seul grand aventurier, le plus grand aventurier pour vous de tous les temps, ce serait qui ? Je ne pense pas qu'on puisse... on pourrait trouver quelqu'un comme ça par choix, mais ça ne voudrait pas dire que c'est une vérité non, le publique. vôtre. Non, vous en avez Alors pas moi, un je coup n'en de ai cœur. pas. Non. Et d'abord, ce seront toujours des écrivains aventuriers. Parce que si l'aventure n'a pas une forme de fécondité, qu'elle reste stérile, simplement être ce que la personne a fait, vécu, et rien d'autre derrière, il lui manque une dimension absolue. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose transfigure
l'expérience en conscience. Et pour moi, en littérature, ce sont toujours des écrivains aventuriers. Et pour répondre à votre question, alors on aura de grands écrivains aventuriers comme Joseph Conrad, comme Kipling, comme André Malraux, comme Hemingway, Romain Gary, Saint-Exupéry, etc. Kessel, voilà, tous ces gens-là, d'ailleurs, font partie d'une filiation d'engagement à la fois dans la vie et dans la littérature, sans jamais séparer les deux. Ça, c'est important. Alors, le lien avec la littérature est très puissant chez vous, on le voit. Depuis le début, ça c'est depuis que vous avez embrassé cette vie d'aventurier, la littérature est au cœur? J'ai eu la chance, par rapport au mystère dont je parlais des raisons de l'aventure, la chance que très tôt, très jeune, je dois avoir 10, 12, 14, 15, 16 ans, de ne penser, de ne vouloir faire, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, que deux choses, vivre toutes les aventures possibles et imaginables et écrire tous les livres possibles et imaginables. Et j'ai commencé à 18 ans, parce que c'est ce que je voulais faire. Vivre comme dans les livres me paraissait plus intéressant que vivre comme ce que je voyais autour de moi. Et aussi d'écrire des livres. Voilà, ça a été le départ, ça a commencé à 18 ans. Mais comme j'étais passionné de philosophie en terminale, quand je l'ai découverte, j'avais décidé aussi d'être philosophe, hein, mais de commencer ces études pas avant l'âge peut-être de 40 ans, ce que j'ai fait ensuite. Voilà. Quel est le tout premier livre que vous avez écrit? D'abord, il y a eu un recueil de poésie, parce que je pense qu'au-dessus de tout en littérature, il y a la poésie. Et le dernier que je viens d'écrire est aussi un recueil de poésie. Tout dernier, qui vient de paraître là, chez Plon il y a quelques jours. Qui s'appelle comment? Éphéméride. Voilà, ça vient de sortir. Donc c'est une sorte de boucle, puisqu'il y a votre question. Le premier et le dernier, pour l'instant, c'est ça, mais j'espère que ce n'est pas le monde d'un livre, il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, actuellement, là où vous me parlez, entre le premier et le dernier, c'était des recueils de poésie. Parce que je pense qu'une vie sans poésie est une vie incomplète. Voilà. Et ensuite, le deuxième, ça a été un récit d'aventure. Les premières expéditions chez les Pygmées au Congo en 1975, j'avais 20 ans. Le deuxième, c'était également un récit d'aventure. Troisième et quatrième, c'était aussi des récits. Et le premier roman est arrivé un petit peu plus tard, quand j'avais 29 ou 30 ans. Voilà. Puis après, ça a suivi des romans, des nouvelles, des essais, de la poésie. Et vous avez reçu un prix Goncourt? Oui, le prix Goncourt de la nouvelle. Et les nouvelles, un peu comme la poésie, sont pour moi la forme la plus complexe, mais aussi la plus excitante de la littérature, qu'elle oblige à faire très bref. Ce sont des romans très brefs et donc on ne peut pas manquer la chute, sinon la flèche ne touche pas son but. Voilà, donc c'est très difficile et j'adore cette difficulté. On a eu la chance à la précédente convention d'avoir l'intervention de Sylvain Tesson. Il était là, d'accord. Une autre figure, alors c'était pas la convention totale, c'était une convention réduite pour les présidents de club et les animateurs, donc on était en plus petit comité, seulement 1 millier de personnes en tout, là où aujourd'hui on en a 10 000. Sylvain Tesson, une autre figure aussi de la littérature aventurière. Avec qui je dîne ce soir d'ailleurs. Ah, chanceux. Non, parce que nous sommes tous les deux écrivains de marine, ouais. Et nous avons tous les mois une réunion des écrivains, un dîner des écrivains de marine, une réunion. Donc ce soir, il y aura Éric Orsena, Sylvain Tesson, Yann Kefelec, Jean-Christophe Ruffin, moi-même et quelques autres. Voilà, nous sommes 20 dans les écrivains de marine. D'accord, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain de marine? Voilà, c'est encore autre chose. C'est trop complexe, trop long? Sur un plan, ça dépend de vous. Hein. Moi, on a le temps. Voilà, les écrivains de marine, c'est un groupe de 20 personnes seulement, 20 écrivains. On ne peut devenir écrivain de marine que quand l'un démissionne ou décède. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'avais été élu au poste de Schwendorfer. Et ce soir, nous devons élire un écrivain. Et ce groupe d'écrivains de marine, structurellement dépend du Centre d'études stratégiques de la marine et a pour vocation. Et donc, les écrivains de marine sont nommés, reçoivent leur insigne du chef d'état-major de la marine, parce que leur ambition à ce groupe, c'est de promouvoir, favoriser la marine dans toutes ses dimensions. La marine de guerre, la marine commerciale, la marine sportive, tout ce que l'on veut, et la mer, évidemment, en particulier. Voilà. C'est les écrivains de marine. C'est un groupe sympa. C'est un groupe sympa, oui. J'imagine que là, on aurait envie d'être une petite mouche pour assister au repas de ce soir. J'ai oublié qu'il y a des gens, dans les 20, j'en ai cité quelques-uns, mais il y a également Isabelle Autissier, Titouan Lamazou, voilà, il ne faut pas que je les oublie tous. Hein. Titouan aussi a été... il ne sera pas là ce soir parce qu'il est à Tahiti, il s'est excusé évidemment, mais il en fait partie. Voilà. Incroyable. On lit souvent, alors on lit depuis tout à l'heure l'aventure à la littérature, alors que moi j'avais fait un raccourci qui était lié au voyage. Mais j'ai cru vous entendre sur le sujet, c'est pas si simple. Voyage n'égale pas aventure finalement. Non, d'ailleurs non, pour
C'est la simple raison que le tourisme, qui est uniquement rattaché au voyage, n'est pas l'aventure. Tout simplement parce que dans le tourisme, de ce type de voyage, il n'y a ni responsabilité, la construction du voyage par soi-même, ni liberté. C'est tel jour, tel jour. Vous pouvez pas, voilà, dans un cadre précis. Ensuite, parce qu'il y a une marchandisation du voyage, vous le payez. Vous en avez envie pour votre argent et parce que toute aventure est surtout, à cause des problèmes de sécurité, écartée. Donc, le voyage n'est pas forcément une aventure et toute aventure ne nécessite pas forcément un voyage. Le voyage, c'est autre chose qui peut être rattaché à l'aventure ou pas. Quand je parle d'esprit d'aventure, un des plus grands aventuriers de l'esprit, c'est Kant, qui a aventuré la pensée dans des endroits incroyables, on serait trop long pour en parler, sans jamais bouger de toute sa vie de Königsberg. Et pourtant, on le classe, nous, dans les grands aventuriers de l'esprit. Voilà. Christophe Colomb, lui, c'était clair et net, mais lui, c'était plutôt dans le commerce, comme Marco Polo. Donc, et il voyageait, mais pas forcément. Donc, mélanger, il y a beaucoup de confusion là-dedans, mais aujourd'hui, dès qu'on voyage, il y a une aventure, terre d'aventure, machin, etc. Et dès qu'on ne voyage pas, il n'y a pas d'aventure. Non. Ceux qui ont connu, quand on lit leurs textes, les plus grandes aventures, qui soit ils en parlent comme ça, et c'était les meilleurs moments de leur vie, sont les résistants français en 40. Sans avoir bougé, avoir vu un palmier exotique ou quoi que ce soit, ils ont vécu, et pour eux, c'était ça, une aventure de l'engagement extraordinaire et inimaginable, dans laquelle il y avait la camaraderie, le risque, la foi en quelque chose, et le succès au bout de la route. Voilà. Dans quelle mesure le fait d'avoir passé la majorité de votre vie dans des sociétés autres que la vôtre, je vous ai écouté dire ça, dans quelle mesure ça a influencé l'homme que vous êtes et dans quelle mesure ça pourrait être aussi une direction d'inspiration pour aujourd'hui les chefs d'entreprise qui ont besoin de mieux comprendre le monde qui les entoure, de s'ouvrir, d'éviter de répéter les erreurs? Tout simplement parce que l'aventure a une autre fonction, c'est peut-être le plus grand outil de connaissance qui soit. Parce qu'il vous oblige, surtout si vous décidez de l'associer au déplacement, au voyage par exemple, ou à la découverte des autres, il vous oblige finalement à mettre en question ce que vous pensez, ce que vous sentez, ce que vous croyez, ce que vous avez appris. Et par conséquent, si vous prenez le risque d'affronter les choses du monde telles qu'elles sont, non pas telles que vous voudriez qu'elles soient ou que vous les rêviez, ben vous revenez, vous apprenez beaucoup, vous ne traversez pas la vie sans en avoir appris ni compris. Vous revenez d'un voyage aventureux en connaissant mieux la vérité des choses. Les peuples, vous découvrez petit à petit que tout le monde se ressemble en réalité. Tout le monde est mené par l'intérêt et les passions, qu'on soit un pygmée, un papou, un PDG, qu'il y a des rapports de ce type. Et l'aventure, à ce moment-là, est vraiment quelque chose de très intellectuel. Et vous acceptez de revenir d'une aventure en disant c'était pas terrible finalement, et non pas comme un touriste, c'était magnifique. Donc c'est un outil de connaissance important et qui permet peut-être de répondre, à mon avis, aux 3 grandes questions que tout le monde devrait se poser et que je me pose depuis toujours. 3 grandes questions philosophiques de l'existence qui sont le monde, comment ça marche vraiment? Les autres, c'est qui exactement? Et la vie, qu'est-ce que c'est précisément? Ça, pour moi, c'est 3 grandes questions importantes. Et l'aventure, la vie aventureuse, si on veut bien lui donner sa dimension intellectuelle, vraiment permet ça. Ça, c'est le chemin de réflexion où vous-même, vous avez déjà des pistes de réponse aujourd'hui à ces 3 grandes questions existentielles. Ce serait un peu long et complexe pour chacune, mais en tout cas, c'est en germe permanent. Et en tout cas, ça enlève l'idée simple que l'on sait par avance ce qu'est la vie, le monde, etc. Et que la connaissance de ces 3 questions-là, finalement, c'est un des objectifs, en tout cas, de toute une vie tout entière. On n'y répond pas en 5 minutes, mais c'est toujours intéressant de se la poser et d'entrer dans la complexité des choses. C'est qui les autres? Ouais, ben vous êtes un autre proche, puis il y a les autres lointains. Vous êtes les mêmes et pas les mêmes. Et entre les lointains eux-mêmes peuvent être très lointains les uns des autres. Et tout ça, c'est un permanent, comment dirais-je, sujet à la fois d'étonnement et à la fois de recherche. Voilà. Donc la vie, c'est une quête permanente de recherche et de savoir. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des certitudes et de jamais les remettre en question. Quand je dis que l'aventure est un outil de connaissance, elle oblige, si on veut bien, sinon on ferme les yeux, les oreilles, la bouche, mais elle oblige à remettre en question ce que l'on sait et soi-même en même temps. Voilà. Quelles sont les choses qui ont le plus changé chez le Patrice aventurier 18 ans qui arrive au Congo et le Patrice aventurier aujourd'hui?
Alors, c'est un long chemin, là aussi. La vie, finalement, c'est un long chemin vers le déniaisement, vers la maturité. Donc, tout se fait progressivement, mais il y a des choses qu'on peut découvrir à tel et tel âge, à tel et tel moment. Voilà, les Pygmées ou les Indiens d'Amazonie sur 2 ans. Déjà, je me disais, finalement, il y a une altérité, ils sont très différents de moi, en apparence. Mais derrière, quand même, entre les émotions, les désirs et ce qui les meut, c'est à peu près la même chose. L'intérêt et les passions. Déjà, et ça s'est confirmé de décennie en décennie. Des choses sur la guerre, l'engagement, et puis sur la fécondité nécessaire de la vie. Une vie doit être féconde pour être intéressante. Et si l'on veut, à l'hiver de sa vie, en se retournant, en regardant derrière soi, dire « ouais, c'était pas mal », et non pas l'inverse, je pense qu'il faut savoir conduire sa vie, savoir, quelle que soit l'entreprise le métier que l'on fait, avoir quelque part derrière lui un état final. C'est-à-dire, au fond, pourquoi? Non pas simplement en vue d'un but d'autre chose. C'est-à-dire que je fais ça pour gagner ma vie. Bon, très bien, tout le monde a un métier aussi pour gagner sa vie, mais il faut qu'il y ait une autre dimension. La quête de cette autre dimension qui donne du sens, c'est une quête philosophique dans laquelle l'esprit d'aventure peut guider. Voilà. Vous qui avez énormément voyagé, circulé à travers le monde, vous avez fait le premier tour du monde en ULM? Et alors ça, c'est Mais d'où encore autre chose. C'est-à-dire que pour moi, l'aventure, c'est aussi essayer d'attraper toutes les richesses que la vie propose. On revient à une sorte de définition de l'aventurier. Voilà. On voit tout, il y a tout ça, il faut essayer de s'emparer d'un maximum de choses. C'est une quête sans fin, mais c'est mieux qu'une quête des biens matériels. Et donc, j'étais aviateur très jeune, je voulais être marin, etc. Et un jour, comme aviateur, comme pilote, je faisais pas mal de voltige aérienne à ce moment-là. Arrivent les ULM, c'est en début des années 80, c'est tout neuf, tout nouveau. Et je n'ai pas eu comme beaucoup de mépris pour ces petits appareils. Il faut essayer de voir. Et j'ai trouvé que c'était eux aussi un outil d'aventure extraordinaire. Ça pouvait se poser n'importe où et tout. Tout le monde disait que c'était pas fiable, que ça marcherait jamais. Je dis, bon, moi je propose de tenter de faire 40 000 km autour de la Terre. Je l'ai fait, ça a été long, c'était très difficile, très dangereux. Et aujourd'hui, cet ULM, il est au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et j'en suis très content. Mais comment ça se passe? Vous avez pu traverser les océans avec ou... Non, mais d'accord, c'est des sauts de puce qui font l'équivalent d'un... Parce que je me disais, mais comment on peut traverser l'océan? Voilà. Mais c'est comme les premiers tours du monde en voiture. L'idée, c'est de faire des sinusoïdes qui font en tout la circonférence du globe, soit 40 000 km. Voilà. Ce qui est incroyable. Quand on a fait le tour du monde en ULM et qu'on a voyagé toute sa vie, quel est le rapport aujourd'hui à la nature dans un moment de la vie de la société dans lequel on se pose énormément de questions et les entreprises notamment sont face à ces réalités-là, ces dilemmes. Sont face à des réalités qui en même temps sont avec des distorsions et des biais très intéressants. C'est qu'on assiste aujourd'hui dans notre époque à la fois une sacralisation de la nature et une diabolisation de l'homme. Voilà les deux poids qui s'affrontent. Et dans les deux cas, c'est faux. La nature ne doit pas être sacralisée. La nature, c'est d'une grande violence. La nature, c'est pas le beau spectacle que j'ai là, c'est pas les beaux couchers de soleil que j'ai vus en Amazonie ou dans le Pacifique, c'est pas les beaux atolls, c'est tout ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi la maladie, les tsunamis, les tempêtes, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre qui tuent, qui massacrent, qui cassent tout. C'est ça aussi la nature. Elle n'est pas sacrée. Elle est comme ça. Brutale et violente parfois, magnifique et belle, comme des tableaux de maîtres d'un autre côté. L'homme, bon et mauvais, il a ses bons côtés. L'homme est l'espèce animale à la fois la plus meurtrière et la plus créative, inventive qui soit. Par rapport à un chien, un âne ou une puce, c'est comme ça. Il faut rééquilibrer tout cela, et personne n'aime autant que moi, si vous voulez, l'environnement. Parlons d'environnement. La protection de la nature est une nécessité à la fois esthétique, il faut quasiment une écologie de la beauté, et une nécessité pratique. Nous avons besoin de cette planète. Il ne faut pas la sauver pour elle-même. Ça n'a pas de sens, on ne va pas sauver les tremblements de terre. Et pareil, l'homme, ce n'est pas que sa part meurtrière qu'il faut voir. Il ne faut pas le condamner sans arrêt. Sa part créative, il a fait Mozart, il a fait tout cela. Il faut rééquilibrer tout cela et protéger l'environnement parce que c'est aussi notre intérêt, sans le sacraliser et sans donc condamner d'office l'homme. Voilà. Et l'enjeu, là, à ce moment-là, sera beaucoup plus serein.
Et vous, comment vous abordez concrètement ce point de vue-là dans l'action? Comment on se met en action dans ce Dans sens-là? ce que je fais, je jette pas une bouteille de plastique par terre. Ok, Tout ce que vous voulez. Je veux dire, l'environnement, je ne bien salis sûr. pas cette planète. Mhm. Parce que, évidemment, à titre personnel, je ne fais pas ça. J'essaie de faire en sorte de protéger dans les activités que j'ai la planète, Mhm. mais je ne vais pas m'interdire de prendre un avion pour aller rencontrer d'autres personnes au bout du monde, parce que c'est pas la bonne solution. On va pas tuer l'homme pour sauver la planète. Une des alternatives serait de mettre un casque de réalité virtuelle et de s'envoler virtuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de ce monde virtuel qui a émergé? Ça ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons. D'un point de vue philosophique, je vois très bien ce qui risque de se passer. C'est mais c'est comme les paradis artificiels. Ce sera toujours mieux dans un monde artificiel. Toujours mieux. Parce qu'on pourra y mettre tout ce que l'on veut en adéquation avec soi-même. Quoique, on se battra aussi dans ce monde-là. Mais en tout cas, c'est la fabrication d'un monde idéal, mais qui n'existe pas. Et comme il sera meilleur, comme dans les paradis artificiels, comme quelqu'un sous cocaïne, on préférera toujours être là-dedans que dans le monde réel. Mais le monde réel, à tout instant, nous rattrapera parce que, qu'on le veuille ou non, notre enveloppe charnelle restera attachée dans ce monde réel. Et faire la confusion entre le vrai et le faux sera un des grands problèmes. Aujourd'hui, regardez, au-delà du virtuel, les capacités des intelligences artificielles et des nouvelles technologies font qu'on ne sait plus, vous voyez une vidéo, vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. Une photo, même chose. Même avec ChatGPT, j'ai fait quelques essais. Et vous savez plus très bien faire le distinguo entre ce qu'un homme écrit et ce qu'une machine écrit. Mhm. Et tout ça va amener des confusions inimaginables. Donc, il faut faire très attention et ne pas rester dans une sorte de fascination des nouvelles technologies, et surtout de l'intelligence artificielle, comme le cobra qui fascine la petite souris qui va dévorer. Voilà, il faut raison garder là-dedans et bien comprendre que les arrière-mondes, il y aura toujours des gens qui les préféreront au monde réel. Et on vous proposera demain de faire l'amour dans le métavers. C'est tellement mieux, très simple, ça pose pas de problème, tout ce que vous voulez. Donc, si on refuse le corps, c'est-à-dire le côté charnel des choses, on détruira une forme d'humanité qu'on a connue jusqu'aujourd'hui. Pas de problème, hein, c'est vrai qu'ils veulent faire ça. Ce sera sans moi. À la convention de l'APM, il y a un espace appelé le métaverne. Alors je rebondis sur le métaverse, c'est la contraction de métaverse d'un côté, Jules Verne de l'autre côté. Tout à fait. Et donc la rencontre entre l'aventure réelle, la vraie, ou celle de la littérature, et puis le monde virtuel. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller y faire un saut ou pas encore? Oui, pas Ouais. ici, j'ai pas eu le temps. D'accord. Mais j'ai fait, bien sûr, je l'ai enquêté. Mais en tant que philosophe politique, sur ces choses-là, ce qui arrive, et sur le métaverse de demain. Hmm. Il faut bien en ce moment comment ça se passait, tout ça. Donc moi, je mets juste en garde sur la fascination constante des gens sur ce qui est nouveau, pour le nouveau, sans vouloir forcément réfléchir aux conséquences du nouveau. Voilà. Il faut toujours se dire, cette nouvelle invention, mais quelle qu'elle soit depuis l'aube de l'humanité, est-ce qu'elle rendra l'homme plus humain ou pas? Et en fonction, je prends ou je ne prends pas. Mais je ne prends pas d'office. J'avale pas d'office, d'autant plus que les nouvelles stratégies de domination qui se mettent en place entre les inventeurs des nouvelles technologies et les autres, et le petit peuple, vous verrez, ça a une dimension politique terrible. Patrice, vous êtes là à la convention. Qu'est-ce que vous êtes venu passer comme message et quelle forme ça va prendre? Vous intervenez à la plénière? Oui, tout à l'heure, je crois à 15h. À Non, 15 je heures. termine à 15h. Enfin, je ne sais plus très bien. Je suis le dernier à intervenir dans la plénière. Pour garder la surprise, l'épisode sortira après, mais on va le Oui. sortir dans la foulée. Comme D'accord. ça, on va pouvoir compléter un peu ce qui va En fait, s'être dit. ça va être, c'est pas un message, mais c'est un peu comme dans ce podcast que je viens de faire avec vous. C'est de dire et de parler de l'aventure et ce en quoi elle est utile. Elle peut être utile dans notre société et même plus que jamais, plutôt dans son esprit, sa dimension intellectuelle que dans son action pure. En mêlant les deux, c'est pas mal et surtout en rendant les choses fécondes, obligeant donc à réfléchir et à penser. Ça revient à ce que vous posiez sur ce métaverne ou les mondes artificiels qui sont en cours et dont la fascination, tellement c'est neuf et nouveau, est totale, surtout pour les jeunes, et souvent empêche par cette fascination de réfléchir. Et donc je prends, voilà, sans voir les conséquences futures sur la société, sur soi-même, sur la famille, sur les rapports humains. On peut aller plus loin, hein. Vous prenez le télétravail, la numérisation de la société, et vous verrez que peu à peu, les rencontres humaines diminuent, se restreignent, s'affadissent et ce sera autre chose.
Voilà, maintenant on fait des visioconférences, c'est plus commode. Et on va faire des visioconférences avec des gens qui sont au nord de Paris, sud de Paris, etc. C'est plus commode. L'esprit de commodité, ça va pas forcément avec l'esprit de liberté. Et à la fin, pourquoi se rencontrer? Je parle de la vérité humaine. Donc c'est un autre monde qui se prépare, complètement différent, qui sera probablement totalement déshumanisé. Mais les gens peuvent dire très bien, moi j'aime pas les autres. Hein. Moi je les vois, mieux je me porte. Hein. L'enfer c'est les autres, c'est Sartre. Hein. Bon, pourquoi pas? Mais voilà l'état des lieux, voilà comment ça va se passer. Au moins il faut prendre conscience de ça. Ce qui va arriver derrière, c'est autre chose. Ce qui est avant disparaîtra. C'est pas une évolution comme depuis 2 ou 3 millénaires. C'est une rupture de paradigme. On change d'univers, on change de monde, on change d'humanité. L'intelligence artificielle va, dans les 10-20 années qui viennent, même pas révolutionner. C'est une tornade qui va détruire tout ce qu'il y avait avant et créer autre chose. Voilà, il ne faut pas se dire c'est magnifique, je tape ChatGPT, il me fait mon cours tout de suite. Je lui demande un poème en alexandrin pour me faire l'éloge du commandant Massoud en Afghanistan. J'attends 4 secondes et j'ai 3 pages incroyables. Bon. C'est vraiment quelque chose que l'humanité n'a jamais vu, qui va détruire l'ancienne humanité. Voilà. Elle va disparaître pour autre chose. Et là-dedans, quelle sera la place des hommes dans leur chair, charnellement et tout? C'est la vraie question. C'est là que les gens doivent se poser au lieu d'être simplement fascinés comme la souris devant le bois. Patrice, un grand merci pour tous ces messages et je suis enchanté d'avoir vécu ce moment en vrai, en face à face et d'avoir passé un moment avec un vrai aventurier. Merci. Un grand merci Patrice et à très bientôt et puis bonne plénière tout à l'heure.